Salut Ripper. Alors aujourd'hui, petite vidéo, elle va pas être très longue, sur comment je m'organise au niveau des cartes, au niveau des repères, comment je me renseigne à savoir quels sont les risques autour de chez moi, etc. Donc je vais vous faire une vidéo sur ça, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Si ça peut donner des pistes à certains et certaines, c'est avec plaisir. Voilà, alors là, on est dans mon petit endroit secret à la maison. Bon, quand je dis petit endroit secret, il n'y a rien de secret, c'est pas un bunker, hein. Voilà. Donc là on voit bien. Donc ça, c'est une grande carte de France comme vous pouvez le voir. Et donc cette carte de France, bon j'ai effacé bien entendu les repères que j'avais mis dessus, hein, pour pas que vous puissiez les voir. Mais, euh, mais voilà, en gros, ça me permet. Alors c'est une carte qui est plastifiée, donc on peut écrire au feutre effaçable dessus. Et ça me permet de mettre des croix, de où se trouve la famille sur la carte par exemple. Je peux mettre des petites croix noires, voilà. Ici par exemple, tac, une croix noire, ici une croix noire, voilà, pour la famille. Je peux mettre des croix ou des ronds d'autres couleurs pour les points d'eau. Alors c'est une carte quand même qui est. Alors l'échelle, je sais plus, mais enfin, c'est pas hyper méga précis. Mais en tout cas, ça permet de donner un point fixe sur une ville ou un secteur. Euh, voilà. Donc moi c'est ce que je fais, je mets des croix pour la famille, alors la famille proche, hein. Je vais pas mettre une croix pour le cousin qui se trouve à Dunkerque, à Pétaouchnok là-bas. Non, c'est vraiment pour la famille très proche, style voilà, parents, frères, sœurs, belle-mère, parce que bon, il faut penser à belle-maman aussi. Donc il faut, hum, donc il faut voilà, mettre des croix ou des ronds pour les points d'eau, etc. Après, sur quoi je me suis renseigné? Je me suis renseigné sur la carte des prisons françaises. Alors celle-là, elle est plus ou moins actualisée. Dernièrement, ils ont fait pas mal de. C'est plus des extensions qu'ils ont fait en fait. J'ai eu quelques infos concernant des prisons, comme par exemple la prison de Marseille. Ils ont fait Beaumet 2. Ça se trouve au même endroit, donc il y a un peu plus de population, mais ça se trouve au même endroit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La prison à Luynes, Aix-en-Provence, pareil, ils ont fait une extension, c'est au même endroit, ils ont doublé la prison, donc voilà. La plupart des prisons, ils essayent quand même, étant donné que les prisons sont faites sur des endroits, pour les prisons, je parle pas de celles de Paris, parce que bien entendu, c'est des très vieilles prisons qui sont en centre-ville, etc. Donc là, pour faire des extensions, c'est assez compliqué. Mais pour des prisons ailleurs en France, en général, elles sont faites sur des grands terrains. Donc il y a encore des terrains, style des champs à côté, qui sont rachetés et ils font des extensions. Donc ils agrandissent plein de prisons en France en ce moment. Donc la carte est quand même plutôt actualisée. Donc comme vous le savez, moi je suis en Haute-Garonne, donc ici, voilà, juste là. Euh, et ça me permet un petit peu de voir s'il y a des grosses prisons autour, des petites prisons, etc. Et tout. Bon, bien entendu, j'ai fait mes recherches à savoir où sont les prisons dans le coin, les prisons les plus proches, les CRA, ce qu'on appelle les CRA, c'est les centres de rétention administrative, c'est les centres où on met les migrants tout simplement avant qu'ils soient renvoyés dans leur pays. Donc très intéressant de savoir où sont les CRA. Voilà, donc assez intéressant d'avoir la carte des prisons pour savoir un petit peu où on en est au niveau des prisons. Vous constaterez que la Corse, ils ont juste deux petites prisons. Donc ils sont quand même plutôt pas mal en Corse. Après, il y a les inconvénients d'être une île, hein, avec l'approvisionnement, etc. Si demain il y a un pépin, va falloir travailler la terre, etc., etc. Faire beaucoup de choses soi-même, vu qu'on n'est pas sur le continent. Voilà, donc ça c'est la carte des prisons. Deuxième carte, je pense que vous vous en douterez, c'est la carte des risques nucléaires. Donc avec tous les réacteurs nucléaires qu'il y a en France. Je ne vais pas vous dire de conneries, mais je crois que de tête, il y a quelque chose comme 19 centrales en France et 58 réacteurs, je crois, nucléaires. Je ne vais pas vous dire de conneries, c'est à vérifier, mais là, comme ça, de tête, il me semble ouais, il y en a 19. Voilà, donc forcément, je regarde ici, moi, tac, aux alentours de Toulouse, donc là, la Haute-Garonne. La plus près, c'est Golfech. Alors, Golfech, à vol d'oiseau, c'est à peu près quelque chose comme 150 km. Donc voilà, donc si le vent souffle plutôt sud-sud-est au niveau de Golfech après un incident, voilà, c'est tout droit sur Toulouse, donc on est impacté. Alors après, on a un petit peu plus de chance par exemple qu'à Marseille, hein, parce qu'à Marseille, ils en ont une qui est vraiment pas loin aussi.
Ici, il y a toute la ligne ici, il y en a en pagaille. Donc c'est vrai que pour le sud-est, côté Savoie, tout ça, un petit peu compliqué. Vous constaterez également que côté Bretagne, il n'y en a pas. Donc c'est plutôt cool. Je m'étais renseigné sur les réacteurs nucléaires en Espagne, puisque moi je suis plutôt côté Espagne, pour savoir s'il y en avait le long de la frontière. Alors c'est un petit peu compliqué au niveau des recherches. J'ai trouvé certains trucs. Alors, pour moi, j'en ai trouvé quelques-uns. Ils en ont beaucoup moins que nous déjà. Mais normalement, il n'y en aurait pas à proximité de la frontière directement. Voilà. Donc ici, en fait, quand on passe la frontière, il y a quelques petits villages et tout, mais il n'y a pas de grandes villes. C'est beaucoup des champs, c'est beaucoup rural. Donc, voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal de connaître les risques nucléaires, à vol d'oiseau, à quelle distance, etc., etc. Donc comme vous voyez, il y a marqué nucléaire, zone d'exclusion, 30 km comme à Tchernobyl, 80 km recommandés aux USA. Sachant qu'en France, les zones d'exclusion, je crois que c'était 20 km. Et il n'y a pas longtemps, ils ont augmenté à quelque chose comme, je crois, 40 ou 50 km. Entre vous et moi, 50 km, c'est absolument rien du tout. Donc comme vous le savez peut-être, les personnes qui sont à moins de 50 km reçoivent un bon en fait à leur domicile pour pouvoir aller à la pharmacie et percevoir des cachets d'iodure de potassium. Donc en cas d'incident, ils sont amenés à prendre un cachet d'iodure de potassium et à évacuer les lieux s'ils sont dans la zone d'exclusion le plus rapidement possible. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo tout ce qui est masque, protection NRBC, iodure de potassium, etc. J'ai tout le matos, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc pour les risques nucléaires, important de connaître un petit peu tout ça. Voilà. Et les procédures d'évacuation, etc. Ensuite, pyramide de Maslow, donc autrement dit la pyramide des besoins. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la pyramide de Maslow a été trouvée en 1940 par Abraham Maslow, en fait qui est un psychologue, qui a trouvé cette pyramide-là. Alors même si aujourd'hui certains scientifiques n'y croient pas, ils disent que c'est pas tout à fait vrai, etc. Honnêtement, moi je trouve que c'est plutôt vrai. Donc là vous avez les 5 besoins différents, enfin 5 besoins. Dans chaque besoin en fait vous avez différentes strates. Et en fait c'est les besoins donc, de base qui sont hyper importants pour l'humain, du moins importants en fait jusqu'en haut. Donc on va voir ça ensemble. Donc voilà, il y a la hiérarchie des besoins. En survie je trouve ça pas mal en fait de savoir ce dont on a besoin en premier. Si on est en forêt, par exemple, pour survivre, voilà, honnêtement, besoin de s'accomplir, développer ses connaissances, on en a un peu rien à foutre. En forêt, on va voir quoi? On va voir la faim, la soif, la survie, bon, la sexualité, à la limite, ça, on peut s'en passer quelques jours, il n'y a pas de souci. Repos, habitat, ben voilà, habitat, faire un abri, etc. C'est les besoins primaires, en fait, de l'homme. Donc c'est les besoins physiologiques qu'ils appellent. Ensuite, en deuxième, on a les besoins de sécurité. Le fait de se sentir en sécurité, d'avoir confiance dans le lieu dans lequel on est, etc. Faire confiance aux personnes qui nous entourent, c'est primordial. Sinon, on part dans de la psychose. Et après, c'est pas bon, quoi. On peut vite devenir dingue. Ensuite, en 3, on a les besoins d'appartenance. Donc, être aimé, écouté, compris, estime des autres, faire partie d'un groupe, avoir un statut. Ça c'est plutôt intéressant parce que ça relance un petit peu le débat de est-ce que la survie on l'a fait seul, en solitaire, ou est-ce qu'on l'a fait, si on est en couple, on l'a fait avec sa femme et ses enfants par exemple, ou est-ce qu'on l'a fait en communauté. Ça c'est vrai que c'est un gros débat, à chaque fois ça part dans plein de trucs. Je vais vous en parler quelques minutes, je vais vous donner mon avis. Honnêtement, les deux sont bons. On peut aussi bien faire de la survie avec sa femme et ses gosses, par exemple. Ça marche aussi parce que je vais vous dire, au quotidien, parfois avec des personnes touchent des SMIC, ils ont des salaires super bas et ce qu'ils font au quotidien, c'est quasiment de la survie, quoi. Je veux dire, essayer de subvenir aux besoins de la famille au quotidien, faire le ménage, les lessives, les machins, plus aller au travail, etc. C'est quasiment de la survie que vivent certaines personnes au quotidien. Donc pour l'avoir connu, je peux vous le garantir que c'est pas évident tous les jours. On va dire que c'est de la survie dans une jungle de nos jours, une jungle urbaine quoi. Mais ça reste de la survie aussi.
Donc je pense qu'en famille, si on est dans un endroit super sympa, autonome, assez sécurisant, tout ça, je pense qu'on peut survivre sans problème. Après, pourquoi pas accueillir un autre couple par la suite. La situation peut évoluer. S'il y a des gens qui sont en recherche d'un abri en fait et de sécurité. Ensuite, le groupe. Alors le groupe peut fonctionner. Alors effectivement, il y a des loups, il y a des moutons, il y a des meneurs, il y a des suiveurs. Ça c'est clair, il n'y a pas photo. Ça sera toujours comme ça, c'est en fonction des caractères. Moi je sais que j'ai pas un caractère de mouton, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais les groupes, ça peut fonctionner à partir du moment où il y a un leader, parce que plusieurs leaders ça fonctionne pas, mais à partir du moment où il y a un leader et que tout le monde le suit, il n'y a aucun problème, ça peut fonctionner. À partir du moment où il y a plusieurs leaders, où il commence à avoir des querelles de clans, etc., là ça commence à être compliqué. Mais bon, dans ces cas-là, vaut mieux partir et trouver autre chose ailleurs pour survivre de son côté. Après, c'est vrai que j'avais parlé d'une troisième possibilité, le loup solitaire. Alors le loup solitaire, c'est très 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 compliqué. Je pense que c'est possible, mais pas pour tout le monde. Quand on voit les émissions, je sais pas si vous les regardez, alors ça reste de la télé, mais je trouve ça quand même plutôt réaliste. Peut-être que nos amis canadiens qui me suivent sur la chaîne, je pense qu'ils pourront peut-être nous en dire quelques mots. Mais quand on voit des personnes sur la chaîne 24 RMC Découverte, etc., qui vivent en Alaska par moins 20, moins 30 degrés, qui fait hyper froid, peut-être même des fois, je crois qu'ils arrivent à quasiment moins 40 degrés. Ils sont tout seuls dans une petite cabane de chasseurs. C'est des trappeurs, les mecs. Donc ils vont prendre des petits animaux, etc. Les mecs, ils vivent comme ça pendant quoi? Pendant quasiment 6 mois dans l'année. Ils sont tout seuls. Ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Donc s'ils se blessent, ben, ils sont livrés qu'à eux-mêmes parce qu'il n'y a pas de moyens d'aller à l'hôpital rapidement, etc. Donc je suis désolé, mais ces mecs-là, c'est des putains de survivalistes, quoi. Et en plus de ça, ils sont seuls, ils n'ont pas le contact social, il n'y a pas internet, il n'y a pas tout ça. Donc durant 6 mois dans l'année, les mecs ils sont seuls. Donc après, à voir sur le long terme, si pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le mec il pète pas un câble. Mais j'ai un doute quand même. Je pense que ces gens-là, ils ont quand même une sacrée force mentale. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi c'est ce que je pense. Voilà. Donc ensuite, le besoin numéro 4, c'est le besoin d'estime. Donc sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, conserver son identité. Voilà. Donc, euh, donc voilà, pas grand chose à dire sur celui-là. Et le cinquième besoin, qui est le moins important, besoin de s'accomplir, développer ses connaissances, ses valeurs. Alors quand je dis le moins important, n'allez pas croire que développer ses connaissances, c'est pas important, c'est pas ce que je dis. Mais au point de vue vital, je veux dire au point de vue vital, le plus important c'est de boire et de bouffer. Après le besoin de s'accomplir, ben, ça arrive en dernier. S'il arrive c'est bien, s'il arrive pas, ben, tant pis. On va dire que c'est pas un indispensable. Voilà, donc moi je vous parle en fonction des besoins les plus importants jusqu'aux moins importants. Alors forcément si on a les 5, bien sûr qu'on est au top. Si on a les 5, on se sent bien, on a confiance en soi, on se sent en sécurité, on va de l'avant, etc. Il n'y a pas de souci, on reste positif, etc. Mais bon, s'il n'y a pas le besoin de s'accomplir, c'est pas un drame non plus, quoi. Voilà, concernant les cartes. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai. Après j'en ai d'autres mais qui sont dans les porte-vues qui me permettent de m'appuyer sur par exemple s'il y a des catastrophes je sais pas nucléaires ou des guerres civiles, etc. Comment réagir, est-ce qu'on évacue, est-ce qu'on évacue pas, à quel signe on commence à se dire merde là faudrait évacuer, etc., etc. Parce que c'est vrai qu'on en parle peut-être pas souvent, mais ça sert à rien d'évacuer trop tôt sur un petit signe à la con. Ça sert à rien d'évacuer trop tard, parce que si on évacue trop tard, ben, c'est trop tard. Après, il risque d'y avoir des bouchons de partout, on peut plus prendre la voiture, donc il faut y aller à pied. Mais si on a un abri, un endroit où on peut se retirer, mais qui a 2-3 heures de route, ben, pour les faire à pied, ben, vous allez mettre une semaine. Donc, avec tous les risques que ça comporte sur la route. Donc voilà, il faut vraiment bien étudier son truc. Et il y a des petits signes comme ça qui permettent de déterminer que c'est à ce moment-là qu'il faut évacuer. Voilà, il faut être très 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 attentif et très 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 à l'affût de tout ce qui se passe autour de nous. Les preppers, juste petite vidéo, comme ça vite fait. J'ai d'autres vidéos en préparation, j'ai pas énormément de temps mais j'essaye de vous faire ça dès que je peux. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner.
Désolé pour la qualité un petit peu de la lumière parce qu'on est dans une pièce et là il n'y a pas de fenêtre. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu ça. À vous de faire maintenant. Allez, ciao les prépa.